Notre voyage commence dans le centre-Manche. Une contrée où terre et mer se confondent. C'est ici que Stéphanie, il y a une dizaine d'années, a décidé de poser ses valises. Originaire de Paris, elle est tombée instantanément sous le charme de la nature normande. Allez les filles! Aujourd'hui, elle est éleveuse d'agneaux présalés, une spécialité de la Manche. Son troupeau pâture dans les vastes étendues d'herbes côtières qui poussent en milieu salé. Leur chair, ainsi nourrie, possède une saveur inimitable et très recherchée. C'est tout naturellement sur le littoral qu'elle chérit tant qu'elle nous amène en premier lieu, à Hauteville-sur-Mer, à la rencontre de Jean-Claude, un des nombreux gardiens du patrimoine régional. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va? Contente de te voir? Ben oui, ben moi aussi, hein, de même. Bon, ben on y va? Oui, Hein? Allez, je monte si derrière. on veut pas être en retard, ça va aller comme ça? Ouais, si je me tiens, Bon. ça va? Ben là, Je m'accroche. Allez. hop. Jean-Claude pratique une pêche très particulière. Il utilise une pêcherie en bois que sa famille entretient depuis 4 générations. La pêcherie Maillard, comme on l'appelle ici, avec sa forme en V, est un gigantesque piège à poissons lorsque la mer se retire. Alors ça, c'est la haie. Ça s'appelle une haie? Une haie, ça s'appelle. Comme dans un champ? Comme dans un champ. C'est drôle. Pareil. Alors ça va d'une haie à l'autre, et puis il se trouve coincé, puis là, ça fait comme une souricière, quoi. Une Donc- fois qu'il est rentré, il peut plus ressortir. Ouais, donc s'il y a une pêche miraculeuse, c'est là-dedans. Oui. Bon, allez, 1 euro d'âme. Donc là, suspense, tout est possible. Il y a Ah peut-être plein de poissons, ou peut-être C'est bon. pas de poissons. Ah, c'est vachement profond. Ah ben là, oui, il y a un trou, hein, attention. Hein. Là, je suis dans le trou, Ça d'accord. n'a pas l'air de remuer feu. Hein. Aujourd'hui, Jean-Claude va laisser Stéphanie opérer pour récolter le fruit de la précédente marée. Ça, c'est un poisson? Ok. Ah, il y en a un, oui. Tiens. Une tâche pas aussi facile qu'elle en a l'air. À gauche, hop. À gauche. Ça y est, non? Non, Non? bah non. Là. Alors, face au bénotre. Voilà, tu lèves. Là? Non, là. Non. Tiens, là, hop, loupé. Et heureusement que c'est pas moi qui nous nourris ce soir. Bon, tu vois? Oui, Allez. oui. Non, non, par là. Oh. Oui. Ah, et non, il est beau, hein? Ouais, il est très beau. Oh, il fait bien à peu près ça. Alors là, c'est pas le moment de le faire tomber, c'est ça? Allez, ma cocotte. Scotch. Ce fut une belle bataille Oui. entre la femme et le poisson. Au final, Stéphanie va prélever 2 barres de bonne taille dans le bénâtre, ce piège circulaire de 3 mètres de diamètre. La pêcherie de Jean-Claude a connu des jours meilleurs. Ta pêcherie et toi, elle date de quand? Elle date de 1540. Ta pêcherie, cette pêcherie? Cette pêcherie-là, oui. Et c'est cadastré, elle a toujours été là. À cette époque, c'était des cultivateurs. Et ça leur Qui faisait... avait des ça leur- cultures à Oui, l'intérieur à des l'intérieur, terres. qui faisaient du maraîchage. Et ça leur faisait un complément, quoi. D'accord, c'était pas réservé Ah, à non, non. l'usage des pêcheurs, comme Non, on non. pourrait l'imaginer. Non. Des fouilles récentes ont trouvé des pêcheries voisines datant du néolithique, un patrimoine spécifique au littoral de la Manche, aujourd'hui menacé d'extinction. Des pêcheries comme celle-là, il n'en existe plus que 3 en France, toutes situées aux alentours d'Hauteville-sur-Mer. Jean-Claude, donc après toi, il y a quelqu'un pour reprendre la pêcherie? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a personne. Il faut être un peu fou pour faire ça. Oui, c'est ce que je vois. Il faut être très courageux. Faut être un peu fou pour ça. Faut faire Faut ça. aimer parce la que- mer, faut voilà, aimer le c'est ça, vent. oui. Et Faut se lever la nuit. Je sais pas ce qui pourrait prendre ça après moi, mais faut y tenir là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'après toi, elle potentiellement, si disparaître, personne hein, oui, ne disparaître. l'entretient, elle Voilà. disparaîtra? Ouais. Avis aux amateurs. Laissons maintenant le littoral pour nous pencher sur des richesses plus terriennes. Stéphanie nous emmène maintenant nous régaler d'une spécialité locale à la ferme de Gérard, agriculteur et éleveur de vaches.
Bonjour Stéphanie. Tu vas bien? Merci de nous recevoir. Je connais toi, je connais tes produits, mais je connaissais pas encore l'exploitation. Eh oui, ici, principalement, c'est les vaches laitières. Vous l'avez sans doute compris, Stéphanie et Gérard vont maintenant nous faire découvrir une recette à base de lait. Un dessert gourmand, propre au terroir normand et très simple à réaliser. Donc pour la recette, là, la Turgoule, tous les ingrédients sont là. Il n'y a besoin de rien d'autre. Bah, c'est d'une simplicité extrême, hein. Donc on a j'ai besoin l'impression. de sucre, du riz rond, donc du riz à dessert, et puis du lait des vaches qu'on a été cueillir tout à l'heure. Attention, l'explication de cette recette va aller très vite. On verse en vrac le sucre et le riz. Et maintenant, il ne nous reste que le lait à mettre dans la jatte. Donc voilà, les 4 litres de lait. Des vaches bien chauds, parce qu'on l'a fait bouillir, forcément. Et voilà, tu vois, tu sens la chaleur, hein, tout de suite. Et là, elle est prête à mettre dans le four à pain. Et là, tu ne remues pas, tu laisses comme ça. C'est pas utile, le riz doit rester dans le fond, et le sucre va remonter avec la chaleur, et ça va caraméliser le lait, et c'est ça qui va donner le goût particulier de la Turgoule. C'est la recette la plus simple du monde, c'est bien pour les femmes actives. Par contre, après, c'est la durée de cuisson qui est très longue, c'est entre 6 et 7 heures. Dans un four classique, comptez plutôt 5 heures de cuisson. Gérard, lui, utilise un four à pain pour cuire sa Turgoule. Il vous la fera volontiers déguster si vous venez visiter sa ferme pédagogique. Et la Turgoule, d'où vient le nom? On peut se poser la question. Et en fait, c'est quand on l'a mangée trop chaude, eh ben, ça brûlait. Donc la goule, c'est la bouche. Hein, et qu'on se teurt, ça veut dire se tordre la bouche. Et puis voilà, voilà, on se teurt la goule. Ça, c'est du normand ancien. Ouais, un petit Mais peu. ça a perduré jusqu'à nos jours. Ouais, le nom est resté. Voilà, Turgoule. L'origine de ce dessert remonterait au XVIIIe siècle. En plein conflit franco-britannique, plusieurs navires anglais furent à l'époque capturés par des marins normands. À leur bord, des denrées provenant des colonies d'Amérique, dont le riz de Caroline et le sucre de Virginie. C'est délicieux. Le caramel est très très présent. C'est fondant. On sent surtout le vrai lait. Le vrai lait? Le goût du vrai lait. Alors, il existe des recettes où on peut rajouter une pointe de beurre, mais comme moi, avec mes vaches, elles donnent un lait riche, avec le pâturage. Donc le lait est suffisamment riche. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je ne rajoute pas de beurre, non, c'est du lait entier, du vrai lait. Pas de doute, nous sommes bien en Normandie. À une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest, nous allons maintenant nous intéresser à un patrimoine plus historique, avec le château de Pirou. C'est Virginie, responsable culturelle de la forteresse, qui va nous faire visiter l'un des plus anciens châteaux de la Manche, encore debout. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va et toi? Oui, merci de prendre le temps de nous accueillir pour nous faire visiter le château. Oh, moi c'est avec plaisir. Ses fondations d'origine remontent au IXe siècle. À l'époque, il s'agit d'un fortin en bois destiné à protéger les locaux des invasions vikings. C'est seulement 300 ans plus tard qu'on construit ici un château en pierre. Profondément remanié au fil du temps, il a bénéficié d'une importante restauration entre 1968 et 1994. Sur la tête. On est à combien de mètres là? 12. Là, tu es au point culminant de Pirou. C'est le point le plus haut. C'est d'ici que tu as une très belle vue sur la restauration, qui a été initiée par l'abbé Marcel Le Légard, qui est originaire de Périers. Et il venait jouer ici quand il était enfant avec ses sœurs. Et du coup, en 1966, c'est lui qui a racheté le château avec sa famille. Il était vraiment bien en ruine. Et il a remonté toute la chemise du château, justement, avec des associations, des bénévoles au début. Dis-moi ce que c'est que la chemise. Alors, la chemise du château, c'est le rempart, en fait. Grâce à l'abbé Le Légard, les visiteurs peuvent aujourd'hui fouler les remparts de Pirou. Ils peuvent également admirer une œuvre originale dans l'une des dépendances du château. Une curiosité qui fait la réputation de l'édifice depuis près de 25 ans. Terrible, on dirait la tapisserie de Bayeux.
Oh ben non, justement, c'est la tapisserie de Pirou. Alors mais c'est le point de Bayeux, effectivement. C'est une idée. Alors c'est encore une idée de l'abbé Le Légat. Il voulait relater l'épopée des Normands. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume, mais l'épopée des Normands du Cotentin vers l'Italie du Sud et la Sicile. Parce qu'on connaît tous Guillaume le Conquérant et on méconnaît cette histoire qui est extrêmement riche. Nous sommes au Xe et XIe siècle. Les petits seigneurs normands ont trop peu de terres à léguer à leur descendance. Ils mettent alors leurs armes au service de princes lombards et byzantins à la recherche de mercenaires. Au fil du temps, les conquérants normands vont acquérir des territoires pour leur propre compte en Italie. Mais ce travail est donc un travail de passionné, puisque c'est Thérèse Ozenne, qui était infirmière dans la vie, qui a travaillé pendant 16 ans, à raison de 3 cm par jour. 3 cm de tapisserie. Voilà, pour broder la tapisserie de Pirou. En s'inspirant du point de Bayeux. C'est pour ça que ça ressemble en tout point, d'un point de vue narratif et d'un point de vue graphique, avec le même humour que la tapisserie de Bayeux, la même expression des animaux, des humains, les broderies, les petits détails. La tapisserie de Pirou s'étale sur 58 mètres. Un ouvrage réellement impressionnant. À 30 km plus à l'est, à Rémilly-sur-Lauzon, il existe un endroit où l'on a également à cœur de travailler manuellement et tout aussi méticuleusement. Un atelier dirigé par Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Oui. Merci de m'accueillir dans ce lieu poétique, plein de petites merveilles secrètes. Voilà, c'est une vannerie. Une vannerie, mais pas n'importe laquelle. À Rémilly-sur-Lauzon, travailler l'osier est une tradition qui remonte à plus de 150 ans. Le village est situé dans une zone de marais et au plus fort de son activité, la vannerie occupait 400 familles des environs. C'était ce qu'on appelait le plastique de l'époque. Et quand on parle de plastique de l'époque, ils fabriquaient aussi des seaux pour les pompiers. Des seaux d'eau en Oui. osier? Oui. Pour transporter de l'eau. Pour mettre de l'eau, oui. Héritier impliqué de l'entreprise familiale, Olivier tient à faire perdurer le précieux savoir-faire des vanniers de Rémilly-sur-Lauzon. Alors on peut fabriquer des tas de choses. Ça peut aller du berceau jusqu'au cercueil. D'accord, entre les deux, il y a des alternatives possibles. Le cheval qui est derrière, par exemple. Oui, oui, oui. Ou alors le panier à beurre, qui était un panier très emblématique de la région, puisque c'est un peu comme une thermos, quoi. Il est fabriqué en double paroi. Ça se sent, il est lourd, il est plus lourd que de l'osier. Il y avait un filet d'air entre les deux, et le beurre se conservait beaucoup mieux. Les fameux paniers de beurre de Rémilly-sur-Lauzon sont facilement reconnaissables. Ce sont les seuls dans toute l'Europe à être tressés traditionnellement dans le sens des aiguilles d'une montre. Au XVIe siècle, on avait des panetiers, on avait des corbeliers, on avait des faiseurs de sièges et on avait des vanniers. Celui qui faisait des paniers, c'est vraiment, il savait faire que ça. Celui qui faisait des corbeilles, il faisait que ça. Et par contre, le vannier, lui, il fabriquait donc avant tout des vents. Donc ce sont des grandes corbeilles qui servaient à vanner le grain. Après, on avait le vanneur qui se servait du Alors, vent. vanner le grain, c'est pour faire quoi? C'est pour le semer? Ah non, c'est pour secouer la corbeille, pour séparer le grain de blé de son enveloppe, qu'on appelle l'ivraie. Maintenant, c'est remplacé par les moissonneuses-batteuses. Mais à l'époque, les gens qui faisaient ça, les vanneurs, c'était un travail pénible. En fin de journée, ces gens-là, ils étaient vannés. L'expression être vanné, être épuisé, parce qu'on a vanné du grain toute la journée avec ça.